Pourquoi étincelle de vie ? Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une épreuve, un deuil, un divorce, un événement que vous n'avez pas choisi. Vous êtes submergé par toutes sortes d'émotions, l'énergie vous manque. Vous avez du mal à sentir l'étincelle de vie qui vibre en vous et vous avez l'impression que ça ne finira jamais. Bienvenue dans Étincelle de vie, le podcast qui aide à retrouver de l'envie, de l'énergie pour construire une vie apaisée et sereine. Je suis Brigitte et je suis passée par ces moments où la vie se met en arrêt sur image. Je suis coach certifié et j'accompagne depuis 12 ans maintenant les changements de vie, les moments de transformation. J'ai très envie de vous partager mon énergie de vie, mon expérience, mes apprentissages, de vous faire rencontrer des personnes inspirantes. Si vous avez besoin de puiser de la force et du courage, avec une note d'humour, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons souffler sur cette étincelle pour aller vers des jours meilleurs. Ça vous dit ? Alors c'est parti. Nous démarrons notre toute première interview avec le témoignage de Christine Oscabi qui a perdu, il y a maintenant 3 ans, son mari Jean Oscabi, guide de haute montagne et aventurier. Elle va nous parler, sans tabou, de ce qu'elle vit depuis le jour de ce terrible accident. Elle exprimera les défis et la complexité qui accompagnent l'absence. Elle évoquera les décisions qu'elle a prises après la mort de Jean pour continuer à vivre et sa volonté farouche de ne pas se décevoir elle-même. Nous discuterons également du rapport aux autres qui se transforme et ce que cela a impliqué pour elle et comment l'entourage a évolué. Enfin, elle nous partagera 3 règles proposées par la philosophe Cynthia Fleury dans son livre Pretium Doloris et comment ces 3 belles règles inspirantes l'accompagnent et la soutiennent au quotidien. Prêt pour cet épisode riche et authentique ? Eh bien c'est maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Christine Oscabi, une femme puissante qui a longtemps été coach dans les universités où elle coachait notamment les présidents d'universités et également les organisations et les situations un peu souffrantes, on va dire, de l'organisation. Aujourd'hui, elle vit dans les Pyrénées, dans sa magnifique maison à Astebéon, un petit village niché dans les montagnes où d'une certaine manière elle continue son métier avec tous les gens qui l'entourent et les gens qui passent dans sa grande maison, sachant que c'est un lieu de rencontre, de découverte et de culture et de collectif qui réunit un peu les gens de ce petit village. Bonjour Christine, je suis ravie de t'interviewer et on est là aujourd'hui pour parler du deuil puisque effectivement il y a 3 ans maintenant tu as perdu ton mari et je voulais qu'on échange sur ce sujet. Et déjà pour démarrer, peut-être que tu peux nous parler de ce qu'était ta vie avec Jean, parce que c'était Jean Oscabi, au moment où il a eu son accident. Quel couple vous étiez et comment vous viviez à l'époque? Alors oui, Jean était guide de haute montagne et donc... c'était non seulement mon mari, mais c'était aussi mon grand amour, puisqu'on était ensemble depuis 35 ans, et puis aussi mon compagnon de jeu, de sport, enfin on était tout le temps ensemble, puisque je suivais dans ces expéditions. Puisqu'on va parler du deuil, effectivement, moi je crois que ça a à voir aussi avec le lien qui était fort avant. C'est-à-dire, tu vois, une structure de vie où, effectivement, je partais beaucoup la semaine dans tous les coins de France, mais j'avais qu'une envie, c'est de revenir parce que on faisait beaucoup de choses ensemble, quoi. Donc, ma vie avec Jean, c'était une vie d'aventure et en même temps, j'étais une suiveuse, puisque Jean, c'est guide... c'est lui qui préparait, qui inventait, qui me poussait. Et effectivement, c'était une vie d'aventure, mais en second plan. Voilà. On va dire, j'étais une bonne tueuse. Je ne râlais jamais, prête en 2 minutes. Je disais toujours pour une femme, dis donc, t'es prête assez vite, c'est vrai. Mais il préparait mon sac à dos, je ne savais pas où j'allais. Et même souvent, j'ai dû faire 2 ou 3 fois le sommet sans savoir que je l'avais fait, quoi. D'accord. Pour dire à quel point... tu lui faisais confiance, les yeux fermés. Je faisais confiance. Donc effectivement, si on va parler du deuil, ça compte. Tout à fait. Ça compte, parce qu'il y avait un vrai lien très fort entre nous deux. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ce qui s'est passé Bon, écoute, tu sais, c'est ce qu'on appelle l'accident bête, parce que ça compte, la manière dont la personne aimée est morte. Moi, je ne l'ai pas accompagné comme certains font au cours d'une longue maladie. Ça a été brutal. Donc, un jour, il part avec des copains en Espagne en vélo. Et puis, vers 5h de l'après-midi, j'entends son téléphone, je décroche. J'étais en train de faire une visio avec des clients. Bon, j'arrête. Bizarre. Et puis là, c'est quelqu'un d'autre qui m'appelle, et pas lui.
Et on me dit, Jean a eu un accident, voilà, en Espagne. Et effectivement, après je suis partie en Espagne, à l'hôpital de Saragosse, et il avait fait une chute en vélo, idiote. C'était même pas, parce que je suis retournée sur les lieux, et il n'y avait rien de particulier. Enfin bref, il a freiné, sans qu'il y ait de trou, il est tombé, s'est cassé les 2 cervicales, et notamment la C2 qui est une cervicale, paraît-il, qui est le nœud de tout. Et donc j'ai pu rester avec lui pendant 1 semaine à l'hôpital. En Espagne, le Covid, ils s'en foutent, donc j'ai pu rester avec lui, mais sans penser du tout qu'il allait mourir, puisqu'on devait l'opérer 1 semaine après. Et la veille de son opération, il a fait une complication, un œdème pulmonaire. Il est mort dans mes bras, je l'ai vu mourir. Important, puisqu'on parle de deuil, important d'avoir vu l'autre mourir. Parce que quelquefois, même encore maintenant, je dis c'est pas possible, parce que comme il était fort, il était guide, quoi, donc invincible. C'était une force de la nature. Voilà, et tous les matins quand je me réveille, encore maintenant, je dis non, c'est pas possible que ça me soit arrivé, et c'est pas possible que ça lui soit arrivé à lui, l'invincible. Et immédiatement, je vois son visage, sans souffle de vie, parce que j'ai vu son dernier souffle. Et là, je dis oui, effectivement, il est plus là, quoi. Voilà. Donc, la dernière image qu'on a de l'être aimé mort, ça me semble important. Et tu vois, son meilleur ami aussi est mort à peu près à la même époque. Et sa femme, comme c'était Covid en France, elle l'a pas vu. Et elle me dit qu'elle a du mal à réaliser. À voir. Elle est encore dans le doute. Voilà. Donc la difficulté d'y croire au départ, en tout cas vu la force de vie qu'il avait, et en même temps le fait de le voir sans souffle de vie, qui t'amène aussi à une réalité qui est face à tes yeux. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu t'es dit après ces moments-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors écoute, ce que tu te dis, tu vois, la sensation que j'ai eue pendant au moins 1 an, alors après c'est autre chose, mais 1 an, c'est... ça m'est pas arrivé, voilà. C'est comme t'es foudroyé. Il y a énormément de choses à faire, parce que mine de rien, la bureaucratie est là qui te rattrape, rapatrier le corps, mais attention, mais si, mais vous avez... il n'avait pas sa carte vitale Europe, enfin bon, ça. Et après, et le notaire, et les enfants, bon, enfin bref. Donc ça te rattrape, et en même temps, ça te tient en vie, je trouve. Donc, t'as pas le temps de réfléchir, mais c'est irréel. Voilà. Je trouve que les premiers moments sont irréels. Le deuil, il commence pas vraiment là, pour moi. Complètement irréel. C'est comme une transition, un endroit entre les deux. Et puis encore la charge émotionnelle qui te relie à lui, comme si il était toujours là, et que c'était toujours là, et puis moi j'aime bien l'image, tu sais, c'est comment il s'appelle, le psychiatre là. Christophe Fauré. Christophe Fauré qui en parle. Il dit c'est comme un ventilateur dont on aurait coupé le courant, et l'hélice continue à tourner. Je trouve que c'est tout à fait vrai. Puis à un moment donné, il n'y a plus de courant, et puis paf, ça s'arrête. Moi je dirais ça s'arrête pour moi la première année. Même si c'est des choses très douloureuses comme vider les affaires. N'arrêtez pas l'élan de vie qui était toujours là, c'est ça? L'élan de vie est là, encore, était sur cette lancée-là. Voilà, donc moi... Toi, pendant irréel. 1 an, il y a un côté irréel. Et puis tous les gens sont là. Pendant 1 année, t'as énormément de monde. C'est donc, ça, comment t'as traversé cette première année? La première année, je dis bien, c'est pas la plus dure. Moi, il me semble qu'il y a toujours quand même quelqu'un qui est là pour te sauver, pour éviter que tu
tu sombres. Donc, en particulier, moi, ça a été mon fils, Fanta. Donc, il était là, il m'a gardé. Voilà, il regardait parce qu'il avait peur que... parce que tu as envie de rejoindre le défunt. En vérité, moi, j'en avais vraiment envie. Et Fanta, il était là, présent pendant 3 mois complets. Une présence bienveillante et en même temps sécurisante. Parce qu'après, on le verra, après tu te sens non seulement seul, mais plus en sécurité. Tu dois veiller sur toi-même. Avant, tu as quelqu'un qui veille sur toi. En général, quand c'est un époux, quoi. Plus en sécurité, c'est intéressant cette notion. Qu'est-ce que tu mets exactement derrière ? En sécurité, c'est-à-dire... quand par exemple tu as des manquements de vie ou une difficulté, par exemple là je vais me faire opérer, exemple. Avant, je me disais c'est pas de problème. Jean va venir me chercher, il va me ramener, je monterai il me fera monter les escaliers, donc ça c'est sécure. Et là non. Là, tiens, il faut que je prenne le train toute seule, mais qui va aller me chercher ? Ah, c'est une copine, il faut que je lui demande. Ok. Et après, comment je vais faire ? J'en sais rien. Bon, voilà, c'est ça. C'est une certaine manière la complexité de l'absence qui se présente non pas par l'absence dans le cœur, mais par des petites choses du quotidien. Oui, en fait, ce que je comprends, c'est que ce qui est compliqué, c'est quand l'autre personne n'est plus là, et notamment quand c'est son conjoint. Tu te retrouves seul face à tout un tas de situations que tu vivais à deux. Et du coup, comment tu t'y es pris pour faire face à ces situations ? Sur quoi tu t'es appuyé pour y faire face ? Oui, moi je pense qu'il est essentiel de ne pas se recroqueviller. C'est une tendance. Que d'abord on a peur, il y a une colère contre ce que les autres ont et que tu n'as plus. Enfin, on va dire jalousie, mais c'est presque une colère. Tu vois, moi, par exemple, un couple qui s'embrasse, ça me fait quelque chose. Voilà, exactement. Donc, tendance à, justement, à pas voir ça, à pas aller voir des couples qui vont parler de leurs vacances, qui vont parler de leurs projets. Donc, une tendance à se recroqueviller. Et moi, justement, je pense que c'est pas ça qu'il faut faire et qu'au contraire... En tout cas, toi, c'est pas ça qui t'a aidé. Non, pas du tout. Et je pense que ce qu'il faut faire, ce qui m'a aidé, c'est d'aller voir les autres, ouvrir la maison. Moi, j'ai beaucoup ouvert la maison et prendre les forces de ceux qui sont autour. Quitte à solliciter leur entraide, leur aide. Ils la donnent. Ils sont très mal à l'aise, donc il faut leur demander parce qu'ils savent pas s'il faut pas, etc. Donc s'entourer des forces vives et puis leur demander de l'aide. Et justement, dans des moments comme ça, on est extrêmement sensible à ce qui n'est pas une force vive, c'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, calcule, se retient, ou alors parle de lui alors que tu n'as qu'une envie, c'est de parler de toi, quoi. Donc, pas le moment d'avoir les vieilles tantes qui parlent que d'eux, parce que c'est pas... Voilà, donc en fait, tout ce qui est un peu énergie négative ou t'as besoin d'énergie positive. Voilà, énergie positive. T'as pas la force de tenir encore des gens qui pompent, voilà, qui pompent ton énergie, quoi, d'une certaine manière. T'as besoin de l'énergie des autres pour vivre, voilà. Pour et positive, voilà. Ça m'a bien aidé. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as décidé de changer dans ta vie après le décès de Jean ? Oui, j'ai fait une petite liste avec ce que je vais faire parce qu'il est plus là et que je n'aurais jamais fait. Et une petite liste, mais qui me rapproche de lui, sur ce que je vais faire et que je fais parce qu'il m'a donné ce qu'il fallait pour le faire. Donc, si en l'occurrence Jean, il m'a donné beaucoup de courage, en montagne en particulier, quand le sommet... et pas très loin mais que t'en peux plus et qu'il te manque très peu, ben voilà, tu prends des forces ou en vélo, tu prends les dernières forces que tu peux avoir en toi. Il m'a donné ça et ça j'utilise. Voilà. Il m'a donné tout un tas d'autres choses. Et tu l'utilises même au quotidien. Au quotidien. Pas que pour les au quotidien. Sportifs, du coup. Voilà, comme si c'était un leg. C'est-à-dire voilà ce qui m'a légué. Et donc je vais l'utiliser pour faire des choses. Un, que j'aurais pas fait avec lui, et deux, dont il sera fier. Voilà, parce qu'évidemment, on a toujours l'impression qu'il est là, qu'il est là et qu'il regarde ce que tu es en train de faire. C'est un peu... Voilà, j'aime bien la phrase de François Cheng. Je le dis de mémoire, mais en gros, il l'a écrite, elle est assez connue, il l'a écrite dans L'éternité n'est pas de trop. C'est une histoire d'amour...
qui n'a même pas été consommé. Bon, et il dit, en gros, que le devoir des vivants, si on veut que les morts continuent à vivre, c'est de continuer à faire ce qu'ils ont dû arrêter de faire. Voilà. À condition, moi j'aime bien la phrase, que ces morts étaient vraiment des vivants de leurs vivants et non pas déjà des morts, quoi. Jean, il a fait cette maison, une maison magnifique, il a mis tout son cœur, son énergie, son argent, et donc je continue ça. Voilà, en gros, ça me tient. C'est une manière ou l'autre, parce qu'effectivement, même maintenant, t'as toujours deux voix, hein. C'est toujours présent cette idée des deux voix. Ouais, moi la voix de la vie, ou la voix de la mort. La voix de la mort, c'est pour moi, je veux dire, à partir du moment où la vie que tu as vécue, elle t'a plu, moi j'ai pas d'angoisse à la quitter, quoi. Et effectivement, j'ai toujours l'impression que Jean m'attend à quelques pas pour continuer à être ensemble. Bon, ça c'est très subjectif, hein, mais j'ai quand même moi cette sensation. Qu'est-ce qui t'aide à choisir la vie aujourd'hui ? Des projets. Mais j'ai l'impression que mes enfants ils ont encore un peu besoin de moi. J'aide Fantin en apiculture, j'aide Martial, j'écris avec lui. Bon, donc ils ont besoin de moi. Mon boulot n'est pas complètement fini. Bon, tu me diras, le boulot d'une mère c'est jamais fini. Donc ça me tient. Qu'ils soient fiers de ce que je fais. Et là, bon, je fais un projet sur quelque chose que j'ai jamais fait. En effet, tu as décidé de te lancer dans un projet de film. Mon projet de film, de scénario, c'est aussi clôturer mon aventure professionnelle et puis y mettre Jean à l'intérieur. C'est aussi une manière de faire vivre Jean. Bon, donc, c'est projet vivant. Alors, j'attends, ça fait presque 3 ans, j'attends le moment où je ne sais pas s'il va arriver, où il y aura vraiment moi, le bonheur, depuis que Jean est parti, le bonheur n'existe plus. Moi, à peine j'étais avec lui, j'étais heureuse. Donc ça c'est complètement parti. Je ne l'ai plus. Hein. Je peux chercher. J'ai jamais eu des moments de bonheur comme j'ai eu avec lui. Donc, et la vie que tu mènes aujourd'hui, elle est... Alors effectivement, ce n'est plus du tout la même, il y a plus de bonheur. Est-ce qu'elle est quand même plaisante ? Est-ce qu'elle est quand oui, même... elle est plaisante. Mais elle est plaisante. Ouais. C'est une vie plaisante. J'adore toujours faire du sport, aller en vélo, j'adore toujours. Mais il n'y a pas le bonheur à tous les coins de rue. Moi, je vivais le bonheur à tous les coins de rue. On se mettait ensemble à écouter, à voir un film. J'étais heureuse, je m'en foutais du film. Plus heureuse d'être à côté de lui que du film. Donc le bonheur était simplement parce que j'étais avec lui. Donc, et ça, je l'aurais plus. Alors des fois, j'imagine que quelqu'un pourrait venir et je retrouverais ce même bonheur. Sauf que je voudrais que ce soit à l'identique de Jean. Et ça n'existera pas. Non. Et par contre, je me souviens qu'au tout début, il y avait quand même cette notion très forte de je vais essayer, et si vraiment la vie n'est pas belle, effectivement je vais le rejoindre. Oui. Ça fait 3 ans aujourd'hui, j'entends que cette pensée elle te traverse encore de temps en temps. Et en même temps, je te sens dans la vie, et dans la vie, mais aussi très en lien avec Jean. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu vis pour lui, tu vis pour toi, ou tu vis pour faire perdurer son image et son histoire, est-ce qu'il t'a légué, ou pour transmettre ? Ouais, je vis quand même beaucoup pour lui, ça je m'en rends compte. Parce que je sais que chaque fois que je faisais quelque chose, quand j'arrivais à un sommet, il me regardait, il était très très fier de moi. Alors évidemment, je faisais un peu pour lui, je disais il va être content et tout ça. Je continue là-dessus. Je me rends compte qu'il y a toujours son regard d'une certaine manière. Et mes enfants, voilà. Et puis moi, parce que j'ai pas envie de me décevoir non plus, quoi. Moi, j'ai pas envie de me décevoir. Tu sais, la phrase de Moitessier, j'aime bien, qui dit mieux vaut couler en beauté que flotter sans grâce. J'adore cette phrase, parce que même si la vie doit s'arrêter un jour, rapidement, elle s'arrêtera. Je sais pas qui disait ça. Un réalisateur qui dit je vais faire mon dernier film parce que je ne veux pas me décevoir. C'est-à-dire, bon, ben voilà, je sens que ce sera un des derniers films et sans doute un bon. J'entends bien ce qu'il dit. Ça veut dire que toi, effectivement, tu dis tant que je suis en vie, je veux garder une forme de panache. Voilà, en tout cas, je veux garder une panache, voilà, exactement. Je veux garder ça et je veux vivre, quoi. Je vis pleinement et je vis avec une forme de
Enfin, en tout Oui, cas, de pas, panache. pas recroquevillé, radadasser son passé, voilà. Tout ça, tout ça, je veux pas le faire, et donc j'ai encore assez de volonté pour que ce soit pas le cas, quoi. Tu dis que la première année n'est pas la plus difficile et que là c'est plus difficile maintenant. Mm. Qu'est-ce qui est plus difficile Eh aujourd'hui? ben, je pense que ce qui est plus difficile, c'est que d'abord, tu te rends compte que c'est fini. Voilà. Moi, jusqu'à présent, je me levais en me disant non, c'est pas possible, ça m'est pas arrivé à moi, il va revenir. Et là, maintenant, ça y est, j'ai compris que ça m'était arrivé, que c'est injuste, que c'est pas. Mais Et c'est il y a de comme la ça. colère ou pas Oh. derrière ça? Ouais, il y a de la colère dans le deuil, hein. Il y a de la colère, hein. Surtout, ouais, il y a de la colère. Plus aujourd'hui qu'avant ou... Ouais, alors la colère, elle y est, moins maintenant. Elle y est, alors après, j'ai remarqué qu'elle a comme objet, quelquefois, des situations des personnes qui ne le méritent pas. Ça, je peux être en colère, moi, et bon, il faut bien qu'elle Il y a une exulte. situation qui déclenche une Ouais, colère elle exulte, disproportionnée par elle est rapport à la disproportionnée situation. par rapport à la Parce situation. qu'elle vient réactiver quelque Ouais, chose ouais, ça. Alors donc là, comme j'ai travaillé sur moi, je calme, je réfléchis et bon, je me pose. Mais effectivement, la colère, elle est forte. C'est pas juste, quoi. Et en termes de bien-être et de soins que tu te donnes à toi, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as mis en place, quelque chose qui t'a aidé? Quelles sont les ressources qui t'ont aidé à tenir pendant ces 3 années? Ouais, moi je pense que d'abord, si on veut ouvrir les portes et que les gens viennent, mine de rien, il faut rester très présentable, voire solaire. Pas si facile quand tu es triste, parce que les gens ils vont ils vont rarement vers ce qui faiblit, ce qui est triste. Voilà. Donc tu restes présentable. Et donc moi je fais très attention à rester en forme. Je fais du vélo alors que j'en ai pas souvent. Des fois j'en ai pas envie. Là je vais me faire opérer parce que j'ai une hanche qui me fait mal et que je me dis je pourrais boiter, je pourrais prendre une canne et me prendre des anti-inflammatoires, mais bon, c'est pas ce que je veux, quoi. Donc, et l'opération, j'y vais toute seule. Effectivement, c'est bien plus dur que si jamais t'as un compagnon qui t'attend et tout. Alors, bien que j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont là, qui sont étonnants d'ailleurs, hein. Parlons-en de l'amitié, ou de la famille, les ressources dont on a besoin, on ne sait pas où on les trouve, hein. Si c'est dans la famille, tant mieux. Bon, mais si c'est pas dans la famille, c'est ailleurs. Des fois, c'était avec des amis qui te sont chers et sur lesquels tu sais que tu pouvais compter. Et d'autres fois, c'est pas du tout les amis auxquels tu peux compter. T'as des surprises, en fait. Ah bah oui, le périmètre de l'amitié se refait complètement. Ça n'a rien à voir avec ce que tu pensais. Donc, et alors là, il y a de la colère. Tiens, parce que tu dis, putain, mais c'est pas possible, 20 ans à le recevoir, à être gentil et tout, et puis là, ouais, voilà, il fait un petit coucou de temps en temps, par politesse, mais rien de significatif. Donc, effectivement. Et j'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus, pas pour moi, qui me connaissaient à peine, mais qui sont venus parce qu'ils savaient que Jean était attaché à moi, et que par rapport à ça, il fallait qu'il continue ça. Donc ça, c'est encore plus beau. C'est-à-dire, ils viennent en disant Jean aurait aimé que fasse ça. On le fait pour Jean. On le fait pas pour... Enfin, ils disent pas comme ça. Mais ils disent on le fait pour lui. Donc ça, c'est encore plus magnifique. Donc, on est étonné dans les procès. Comme on est hypersensible, on est même quelquefois très étonné par ces accès d'amour et de gentillesse. C'est même émouvant. C'est ce qui fait tenir. Voilà. Mais pour ça, il faut pas radadasser, il faut pas ressasser, il faut pleurer, oui, mais pas chouiner, quoi. Pleurer de temps en temps, c'est possible. L'accès de tristesse, c'est toléré, mais pas pas suinter, quoi. Quelle serait, selon toi, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis 3 ans? Le mot, ouais, un truc que je trouve dur, c'est mon état civil, maintenant, c'est veuve. Donc, bon, tu vois, déjà, je suis retraitée, parce que j'ai pris ma retraite quand Jean est mort, quoi. Je me suis... Oui, c'est une décision que tu as prise à ce moment-là. À ce moment-là, le jour de sa mort, bon, donc j'arrête de bosser. T'es retraitée et veuve. T'as un statut, tu vois. Et puis, c'est des statuts qui excluent beaucoup, hein.
Moi, je ne m'en rendais pas compte. Qui Mais exclut cette... en France, il y a des fossés terribles entre les générations. Donc, Le fait d'être veuve te met dans une génération? ben, un petit peu, c'est... Bon, alors là, il faut lutter contre ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu vas seul dans des groupes où il n'y a que des couples. C'est pas facile, hein. Tu vois, on se tient par les bras, on se fait des bisous, et toi qui faisais ça tout le temps, ben, t'as personne, hein. Et puis rentre seule, t'es chez toi toute seule. Donc c'est quand même de la souffrance. Tu évites ça, mais si, il faut y aller. Parce que c'est Et pas... qu'est-ce qui t'a aidé à faire face à ça? Comment t'as relevé ce défi-là? Parce que c'est... Ce défi, toujours pareil, je n'ai pas envie de me décevoir. Voilà. C'est un truc très clair. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme mot de la fin à travers Comme mot de la cette, fin, cette épreuve qui ouais, avance dans ouais. le temps? Oui, moi, ce que je... Tu vois, il y a ce que tu vis, toi, et ce que les autres vivent de toi. Ça, c'est important, parce que je vois les gens sont assez maladroits avec des gens qui sont dans le deuil. Moi, j'ai un plaisir inouï quand quelqu'un me parle de gens, et même... Je sollicite tous ceux qui l'ont connu, surtout à des époques où moi je ne l'ai pas connu, par exemple, etc., et qui me parlent de lui. Comme ça, j'adore ça. Mais les gens, ils n'osent pas. Ils pensent qu'on va avoir de la peine et que... Eh ben non. Et moi, j'ai parlé avec des gens qui sont dans le deuil. Ils disent tous la même chose. Ils adorent parler du défunt. Du défunt, c'est quelque chose d'assez partagé. Alors, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas. J'en ai pas rencontré tant que ça. Peut-être que ça existe, hein, mais moi, j'en ai pas trop rencontré. Voilà. Donc, entourez-nous, parlez-nous. Voilà, parce que c'est vraiment difficile, le deuil. Enfin, tu vois, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Et à quelqu'un qui vivrait un deuil, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Quelqu'un qui serait en situation similaire à la tienne? Ben, moi, tu sais, toi, ou qu'est-ce que tu aurais envie de... Moi, j'ai envie de dire, j'aime beaucoup Cynthia Fleury, la philosophe. Et dans Pretium Doloris, le prix de la douleur, elle dit 3 règles donc, que moi je relis tout le temps, parce que je trouve que c'est 3 belles règles, mais j'en ai déjà parlé. Hein. C'est il y a toujours quelqu'un qui est là, et sur lequel il faut s'accrocher. Alors, il peut correspondre, et tant mieux, ou il ne correspond pas, mais ça fait rien. Le temps qu'il faut pour pas sombrer, il est là. Donc moi j'ai dit c'est mon fils. Très souvent dans le deuil, moi j'ai regardé les gens remplacent très vite le défunt. C'est leur pulsion sexuelle et leur pulsion de vie. Hein. Alors ça peut correspondre ou pas, mais bon moi ça n'a pas été le cas, c'était mon fils. Mais j'avais remarqué que j'étais attirée. Non, par des hommes qui ressemblaient à Jean, qui ressemblaient à Jean, un guide de haute montagne, des sportifs, tu vois, attirés quand même. Et bon, alors que ça correspondait pas du tout, mais enfin, mais celui qui m'a aidé, donc c'est Fantin, mon fils. La deuxième règle, on en a parlé, c'est se maintenir en bonne santé, parce qu'on ne peut pas élever son âme si son corps ne suit pas. Et il n'y a pas d'élévation, donc un corps en bonne santé, continuer à manger, continuer à bien manger, continuer à faire du sport, continuer, même si on n'en a pas envie. Donc ça c'est important. Et la troisième, c'est s'appuyer sur les forces vives. C'est-à-dire il y a ouvrir. Moi j'ai un copain qui lui m'a dit ne fais surtout pas mon erreur, partir et ne plus avoir ces forces vives, puisque quand tu pars, c'est trop tôt pour partir seul par exemple. Voilà, moi je pense que ces 3 règles, je les ai suivies, moi ça m'a plutôt été bénéfique. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci Brigitte. Encore un grand merci à Christine pour son authenticité, sa force et son honnêteté. Au travers de son témoignage très riche, je retiens 7 pratiques qui aident à traverser la complexité du deuil. Tout d'abord, se concentrer sur le moment présent et avancer pas à pas au quotidien sans se projeter trop loin. S'appuyer sur les forces vives et les soutiens qui sont là, présents autour de soi. S'appuyer sur ce que le défunt a laissé ou transmis et vivre pour le rendre fier. Surtout si l'on ne voit pas l'intérêt de vivre pour soi. Prendre soin de soi, même si on n'en a pas envie, se rapprocher de ce qui nous donne de la force et écarter ce qui nous affaiblit. Oser dire aux autres de quoi on a besoin. Et au bout, l'émergence d'un projet qui a du sens par rapport à sa propre histoire. Voilà les quelques enseignements à retenir de ce témoignage inspirant. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et si vous avez des amis qui pourraient être concernés ou intéressés par Étincelle de vie, n'hésitez pas à leur partager le lien.
Alors à bientôt dans vos écouteurs.